Nous sommes ce soir dans une émission spéciale à la mesure de la crise grave de la sécurité en France telle qu'elle se révèle dans l'affaire Philippines. Cette étudiante tuée par un homme en situation irrégulière, objet d'une OQTF. Tout cela éclaire sous un jour inquiétant la non-application, l'inexécution des peines. Nous sommes toujours avec Louis Sarkozy, avec Evelyne Sirmarin, magistrate, merci à vous, avec Hervé Lehmann, avec Jean-Michel Fauvergue. Vous nous avez rejoint aussi Sarah Knafo. Merci beaucoup d'être là. Députée européenne Reconquête. Vous êtes avec nous en direct aussi tout au long de la soirée. On va égrener toutes les réactions de tous les camps politiques. Laure Lavalette, députée RN et porte-parole du RN. Rappelons peut-être les quelques faits tels qu'ils apparaissent ce soir avant d'avoir vos réactions. L'homme doublement n'aurait pas dû être sur le territoire français pour des raisons cumulées. Ce Marocain de 22 ans en situation irrégulière, condamné à 7 ans de prison en 2021 pour viol. On peut rappeler la liste. Réduction de peine et libération en 2024. Risque de réitération de faits délictueux qui avait été mentionné, c'est la révélation du Figaro ce soir, c'était mentionné expressis verbis dans l'ordonnance de libération. Votre première réaction peut-être, Laure Lavalette? Je suis très en colère, évidemment. Alors, c'est pas à moi, femme politique, de commenter des décisions de justice. C'est toujours très difficile. Mais le mandat de député qui est le mien me donne la prérogative d'écrire la loi, de vérifier qu'elle est bien écrite et de vérifier qu'elle est bien appliquée. On voit bien la défaillance ici, évidemment, de l'État. Vous l'avez dit, cette OQTF, cet homme qui était sous une OQTF qui n'a pas été exécuté. Peut-être l'occasion de rappeler que Gérald Darmanin a le pire bilan en matière d'exécution des OQTF. Il avait promis 100%, nous en sommes à 7%. Et Philippines, malheureusement, n'est pas la seule victime de ce laxisme à la fois migratoire et évidemment judiciaire. En tant que femme politique, justement, je dois trouver des solutions et ma famille politique a beaucoup réfléchi. Et il se trouve que dans notre niche du 31 octobre, nous allons proposer une proposition de loi qui va permettre de supprimer les critères qui empêchent l'expulsion de ces délinquants étrangers. Vous imaginez bien qu'il faut passer, comme me dit ma collègue Edwige Diaz, de la case prison à la case avion, sans passer par la case libération. Cet homme, cet assassin de Philippines, je le redis, n'avait rien à faire sur notre sol. Il était sous le coup d'une OQTF et sa peine a été raccourcie. Vous le disiez, Darius Rochemin, il a été condamné en 2019 à 7 ans de prison. Mais que faisait-il dehors? Et il y a double excuse, il n'aurait pas dû être sur notre sol et il aurait encore dû être derrière les barreaux. Nous demandons une expulsion systématique à la fin de la purge de la peine. Il faut qu'il reparte en avion sans remettre un seul pied en liberté. C'est évidemment ce qui protégera nos enfants. Madame Lavalette, Madame la députée, que dites-vous aux magistrats? Vous êtes Evelyne Sirmarin, magistrate honoraire par position, par votre carrière, vous représentez un peu les magistrats. Que dites-vous, Laure Lavalette, aux représentants, à la représentante des magistrates qui est là sur ce plateau? Je rappelle les circonstances. Le juge des libertés dit oui, il y a un risque de réitération de faits délictueux, mais l'article 742.5 du Code fait que on peut décider la prolongation dans le centre de rétention seulement si ça relève de l'exceptionnel. Laure Lavalette, écoutez, moi, madame. Moi, je suis navrée, mais la vraie question qu'il faudrait poser, c'est plutôt la question que les parents pourraient poser aux magistrats, en disant mais qu'est-ce qui vous est passé par la tête de relâcher un individu qui pouvait, on le savait, réitérer alors qu'il avait déjà violé. Voilà, moi je suis évidemment pour une justice indépendante, mais il faut absolument qu'il y ait un tournant sécuritaire, migratoire et judiciaire. Sans ce tournant-là, moi je le dis aux Français, nos enfants ne seront pas plus protégés. Donc moi j'ai plutôt envie d'entendre cette magistrate. J'ai envie de savoir ce qu'elle dit. Evelyne Sirmarin, votre réponse, comment est-ce possible? Écoutez, déjà je constate que ni le parquet ni la préfecture n'ont fait appel. Donc si cette motivation semblait aberrante, ils auraient tout à fait pu faire appel. Il n'y a pas qu'un juge des libertés qui aurait mal décidé. Bon, bref. Ça aurait été d'ailleurs bien dans le système français qu'il y ait 3 juges des libertés plutôt qu'un juge unique. C'est beaucoup plus garantiste. C'est un homme ou une femme seule, n'est-ce pas, qui seul décide de libérer ou non? Voilà. Et deuxièmement, faire observer que le problème du droit des étrangers en France, c'est qu'il y a une compétence conjointe des tribunaux administratifs et du juge des libertés judiciaires. Et que, en ce qui concerne ce juge des libertés, son travail, c'est de vérifier si les conditions sont correctes au niveau de la rétention, c'est-à-dire si ses droits sont garantis. Quant au Mais pardon, comment expliquer que ça ne relève pas de l'exceptionnel? Parce que tout dans ce parcours est évidemment
Oui, exceptionnel. Et on a un juge qui en est réduit à dire non, on le libère quand même. C'est pour ça que je vous dis, et je finis, c'est pour ça que je vous dis que si c'est ça, s'il y avait assez d'éléments au dossier confortant cette motivation, à ce moment-là, le parquet et le ministère de l'Intérieur, la préfecture, auraient dû faire appel s'il leur semblait que cet homme était dangereux. Alors, Ils ne l'ont pas fait. Si je puis me permettre, il faut remonter un peu plus loin, parce qu'il y a eu cette affaire du JLD qui arrive en bout de course, qui est évidemment, à mon sens, un scandale, et je pense aux yeux de beaucoup de Français, quand on lit noir sur blanc que cet individu va faire porter un risque de trouble à l'ordre public, potentiellement qu'il va commettre d'autres délits, et qu'on se dit qu'il est dehors alors qu'on a le laissez-passer consulaire, qu'il aurait pu être au Maroc, ça scandalise la France entière, et qu'on se dise un juge ou 3 juges, on est scandalisé quand même. Mais si je puis me permettre, il faut remonter beaucoup plus loin. Cet individu, qui s'appelle donc Taha, et dont le nom de famille commence par un O, qui est marocain, arrive sur le sol français en 2017. On est au début du mandat d'Emmanuel Macron. Il arrive grâce à un dispositif qui s'appelle le dispositif des mineurs non accompagnés. Il a 17 ans. Ce dispositif, chez Reconquête, on propose de le supprimer. D'ailleurs, Éric Zemmour avait eu un procès précisément parce qu'il avait dit qu'il fallait supprimer le dispositif des mineurs non accompagnés. C'est horrible de le dire et c'est horrible de l'entendre, mais s'il avait été supprimé, aujourd'hui, Philippine serait en vie. Première chose. Deuxième chose, cet individu, Taha, à 19 ans, donc 2 ans plus tard, et alors que la France lui a tout donné, alors qu'il a été pris en charge par le service de l'enfance du Val d'Oise, 2 ans plus tard, il viole une jeune femme de 23 ans. Donc c'est en plus un récidiviste. Premièrement, un étranger qui n'avait rien à faire chez nous. Deuxièmement, un criminel, puisqu'il viole. Et ensuite, troisième étape, on arrive à son procès. Et là, lors de son procès, madame le sait mieux que nous tous, quand on viole, on peut encourir une peine qui va jusqu'à 20 ans. Au lieu d'avoir 20 ans, la peine qui est prononcée, c'est 7 ans. Il ne fera même pas les 7 ans, il fera les 5 ans. Je pense qu'il y a un véritable problème en France, c'est la décorrélation entre la peine encourue, la peine prononcée, on reviendra sur ce chapitre de l'inexécution des peines. C'est la formule qu'a utilisée le ministre de l'Intérieur, M. Retailleau. Évidemment, elle résonne avec tout ce à quoi on assiste ce soir. Mais si on reste un instant à ce sujet de l'OQTF, comment expliquer qu'il n'ait pas été soit en prison, soit en centre de rétention, soit expulsé? Alors, le fait qu'il soit libéré avant d'être expulsé, c'est ça qui paraît inouï. Pourquoi ne reste-t-il pas en centre de rétention? Vos réactions là-dessus, et vous pourrez aussi répondre, évidemment. Mais ils sont des milliers dans ce cas. Mais oui, tout à fait. Ils sont des milliers, c'est-à-dire que vous avez des milliers de personnes en France qui sont sous OQTF, mais qui sont en liberté. Parce qu'en réalité, ces OQTF ne sont exécutés que dans 7% des cas. Oui. Et donc ces gens-là sont en France, et ils sont en liberté, et il ne se passe rien. Ils n'encourent pas de sanctions, ils n'encourent pas de poursuites, puisque le séjour irrégulier en France a été dépénalisé. C'est donc, ils sont dans une situation où... Alors, il y a quelquefois des cas particuliers, particulièrement dramatiques comme celui-ci. Mais c'est pas le seul. Vous pourriez faire cette émission toutes les semaines. Nous avons... Et donc on fait porter la charge du risque sur la société. Oui, bien sûr, on fait partie. Mais ça n'est pas moins grave parce que c'est plus courant. Pourquoi fait-on porter la charge du risque sur la société? Parce que Madame Sirmarin, qui a été très longtemps la dirigeante du syndicat de la magistrature, qui est maintenant à la Ligue des droits de l'homme, c'est la même philosophie, vous dit mais c'est un problème technique de ce dossier. Pas du tout. La position du syndicat de la magistrature, qui représente 25 à 30% des magistrats, c'est pas de prison, pas d'expulsion. Non, c'est une idéologie. C'est une idéologie. C'est pas du laxisme. C'est une idéologie. Ces magistrats-là sont contre la prison. Bien sûr. Et contre l'expulsion des étrangers. Mais pourquoi? Robert Badinter qui arrive en 1980. Parce qu'ils sont d'accord avec Mme Castex quand il dit qu'il faut régulariser tous les sans-papiers. Qu'est-ce que c'est qu'un sans-papier? Il y a des gens qui pensent que c'est un étranger en situation irrégulière. Oui. Mais il y a d'autres personnes qui disent un sans-papier, c'est quelqu'un qui n'a pas de papier, il n'y a qu'à lui donner des papiers, tout va bien. Non, mais il n'y a pas que des délinquants dans les sans-papiers. Bien sûr que non. Bien sûr que non. C'est évident. Non, mais il est évident. Attendez, c'est déjà une violation de notre loi d'être sur notre territoire sans papier, vous êtes d'accord? Mais il y a des personnes qui travaillent et qui sont sans papier. Et alors aussi. Il est évident que tous les sans-papiers ne sont pas délinquants et que tous les délinquants ne sont pas des sans-papiers. Oui. Mais il y a tout de même une corrélation évidente que votre syndicat et votre association... Mais je ne représente pas le syndicat de la magistrature. Vous l'avez dirigé pendant 15 ans, Mme Sirmarin. Si c'est le procès du syndicat de la magistrature aujourd'hui, oui, bien sûr. Ça serait très intéressant. Oui, bien sûr. Les Français veulent faire le procès du syndicat de la magistrature. Jamais on a prononcé autant de peines. Mais pardon, en termes d'irresponsabilité, comment un juge peut-il écrire noir sur blanc? Il y a un risque de réitération
déclaration de faits délictueux est quand même libéré. Est-ce que c'est de l'irresponsabilité, c'est de l'idéologie? Qu'est-ce qui fait... C'est parce qu'ils sont hors sol. Il faut lire la suite à un certain moment, sur les décisions... Ils sont hors sol, dites-vous? Ils sont hors sol à un certain moment. Moi, j'ai 40 ans de police, je l'ai vécu pendant 40 ans. J'ai 5 ans de député, je l'ai vécu pendant 5 ans. On a, pas tous bien évidemment, mais à un certain moment, on a cette espèce effectivement de dogme qui est derrière, mais on a aussi une absence de sentiments, un éloignement de ce que pensent les Français du quotidien, avec des décisions hors sol, avec des décisions qui sont rendues et qui sont complètement à l'ouest dans ce cas précis, avec des peines très peu qui ne sont pas des peines lourdes. On a cité une peine pour viol il n'y a même pas eu 7 ans de prison qui a été faite. Et puis il y a l'exécution des peines aussi. Je rappelle que la France est un des seuls pays, il y en a quelques-uns, mais ce n'est pas majoritaire, qui a un juge d'application des peines. Un juge d'application des peines, c'est quoi? C'est une personne qui va appliquer ou ne pas appliquer, et qui va donner des circonstances atténuantes à une peine qui a été décidée par un juge jugeant, par un juge du siège. C'est-à-dire qu'il va contredire la peine de son collègue du juge du siège. Et déjà, le fait d'avoir, sur une exécution des peines, qui n'est pas du rôle de la justice normalement, le fait d'avoir des juges d'application des peines, c'est une hérésie. Monsieur Fouet, on découvre l'ampleur des chiffres. Pardon, regardez avec nous les chiffres. Le nombre des OQTF qui ne sont pas appliqué. Il faut rappeler qu'il y avait eu un rapport très important de la Cour des comptes. La Cour des comptes avait choisi de ne pas le publier pendant le débat sur la loi immigration, estimant qu'il valait mieux que les parlementaires et le public ne soient pas informés à ce stade-là. Écoutez, taux d'exécution des OQTF en France, vous lisez plutôt, 6,8%. Et on voit que la situation en réalité a empiré, et ça rejoint ce que vous disiez, monsieur, sur le fait que ce sont effectivement des milliers de personnes. Rappelons bien effectivement que tous, évidemment, ne sont pas délinquants, il ne s'agit pas de ça, mais ceux qui ont commis des actes si graves que celui-là ne devrait évidemment pas sortir. Alors c'est plus que des milliers. Si je puis me permettre, c'est bien plus que des milliers. Monsieur a parfaitement raison. De 2012 à 2023, c'est 1 million d'OQTF qui n'ont pas été exécutés. 1 million. 1 million, c'est plus que la ville de Bordeaux et la ville de Toulouse réunies. 1 million. Donc, le fait qu'elle ne soit pas exécutée, c'est évidemment un scandale. Et on ne peut pas dire on pardonne le JLD parce que ça arrive tellement souvent que des OQTF soient dehors. Oui, et ça arrive tellement souvent. Là, je crois qu'on confond complètement. Je pense qu'on Madame, je vous donne la parole tout de suite, mais avant, parce qu'elle va nous quitter, Laure Lavalette, ce qui peut être fait dans ce domaine-là, on va parler plus tard de l'inexécution des peines, comme dit Bruno Retailleau, mais dans ce domaine-là, de la rétention administrative, comment faire pour que, quand elle a lieu, la rétention administrative soit systématiquement prolongée jusqu'au départ, quand il y a le moindre soupçon? Mais il faut évidemment lever les freins, qu'ils soient administratifs ou légaux, pour que ces étrangers puissent rester en CRA, même si, je le rappelle quand même, ça coûte 690 € par jour aux Français, chaque personne en CRA. Donc vous imaginez bien quand même la gabegie et l'argent que ça représente. Je rebondis simplement sur ce que disait un de vos chroniqueurs invités. Il faut rétablir le délit de séjour irrégulier, bien évidemment, parce que ça permettra à quiconque a connaissance de quelqu'un qui est rentré illégalement sur notre sol de faire l'équivalent d'un article 40, un signalement au procureur. Et Madame la magistrat, je reviens vers vous, les gens qui arrivent sur notre sol, qui sont sans papier, ils ont déjà violé notre droit. Et ça, il faudra que vous ayez la volonté politique, et nous l'aurons au Rassemblement national. Il faudra savoir que si vous mettez le doigt de pied en France sans y avoir été convié, vous aurez la certitude de ne jamais être régularisé. Et j'en finirai par là, Madame la magistrat. On ne peut pas ne pas faire le lien entre immigration et insécurité. 75% des mineurs qui sont déférés devant le parquet de Paris sont des mineurs étrangers. Donc vous voyez, quand on superpose ces deux cartes, malheureusement, elles coïncident. Encore une fois, il faut des mesures drastiques sur l'immigration. C'est bien pour ça que Jordan Bardella a été plébiscité, que les députés que nous sommes du Rassemblement national avons aussi été plébiscités au premier tour des élections législatives. Et je veux dire aux Français que la nomination de Didier Migaud est une très mauvaise nouvelle. Il est laxiste, il l'a dit hier, il a dit la justice n'est pas laxiste, mais on voit bien que voilà, le crime horrible de Philippines et la quintessence du laxisme à la fois migratoire et judiciaire. Donc voilà, je crains que malheureusement nous n'ayons rien à attendre de ce gouvernement. Merci Laure Lavalette, merci beaucoup. Votre réaction quand même, puisque vous étiez directement prise à partie, madame. Bien sûr. L'inexécution des obligations de quitter le territoire, c'est le ministère de l'Intérieur, ce ne sont pas les juges. En ce qui concerne l'exécution des peines,
90% des peines sont exécutées dans un délai de 3 ans. Celles qui ne sont pas exécutées, c'est soit des gens qui sont sans domicile ou qu'on ne retrouve pas, alors qu'on les cherche. Et puis, il y a aussi d'autres raisons, comme les décrets de grâce, etc. Mais le problème de la France, c'est le délai d'exécution des peines. C'est-à-dire, elles sont exécutées, mais souvent trop tardivement, y compris les peines d'emprisonnement. Et je rappelle, je finis quand même, et je rappelle que cette dualité de compétences des juges administratifs et des juges judiciaires fait qu'il ne faut pas tout confondre. Les OQTF, ça n'est pas le juge judiciaire. Alors, je veux bien que les juges soient toujours la boîte à claques, parce que c'est très, très facile, mais là, s'il y avait eu un appel, si vraiment cette décision semblait scandaleuse, à ce moment-là, la préfecture, qui, elle, semble avoir plus d'éléments, aurait dû les verser au dossier, et de façon à ce qu'il y ait un appel et qu'il soit maintenu en rétention. Votre réaction aussi, Louis Sarkozy, vous avez l'œil aussi de celui qui vit aux États-Unis, historien, observateur, mais aussi, vous avez vu, là, vous pouvez comparer ce qui se fait aux États-Unis, de quel lieu observer cette série d'événements qui ont abouti à ce drame? Écoutez, laissez-moi apporter à cette conversation un petit peu du passé de l'histoire de France qui montre, et j'écoute monsieur avec effroi, vos remarques sur l'idéologie de ces magistrats et de certains juges. L'ordre, la sécurité nationale n'est pas une valeur de droite. Je pense que le parti de l'ordre de 1848 le montre, et Napoléon Bonaparte, qui est quand même le produit de l'expérience la plus à gauche de l'histoire française, sa première priorité quand il arrive au pouvoir, c'est de rétablir l'ordre. C'est le ruisseau sur lequel toutes les libertés découlent. J'ajoute une seule chose. Pourquoi jouer au dé? Nous cumulons les crises, peut-être politiques, migratoires, sécuritaires, peut-être du budget et financières. Et on continue, et je m'excuse d'utiliser ce terme qui est immonde. Nous cumulons les faits divers. Imaginez dire ça aux parents de la jeune Philippine que c'est un fait divers. Mais bon, il faut quand même l'utiliser dans notre conversation. Nous cumulons ça. Pourquoi jouer au dé avec l'ordre public? Nous avons un pays qui a une histoire politique d'une violence inouïe. Qui aurait prévu 30 mois ou un an avant les Gilets jaunes un tel renversement? Je me permets de vous citer Chateaubriand, le trône des Bourbons n'a jamais paru en aussi grande sécurité qu'à la veille de sa chute. Vous voulez dire qu'il peut y avoir un sursaut de révolte contre des événements aussi inacceptables? Les chiffres sur les OQTF sont tellement choquants. L'inapplication des peines est tellement choquante que nous sommes en train de dire aux gens que la République ne fait pas son devoir. C'est ce que nous avons dit, et malheureusement ce que nous avons montré avec la jeune Philippine et avec tant d'autres faits divers. Vous soulignez ici le problème démocratique, c'est pas seulement d'ailleurs une histoire de droite ou de gauche. Rappelons bien que Clémenceau, ministre très autoritaire, était un homme de gauche. Mitterrand, 4e République, très autoritaire en matière de sécurité, un homme de gauche. Si on remonte, alors si vous voulez remonter, Fouché venait même de l'extrême gauche. Ici, c'est un désastre. Effectivement, il y a une crise de sécurité en France. La sécurité des personnes n'est pas assurée de manière normale. On en est là. Mais pourquoi les obligations de quitter le territoire ne sont pas exécutées? C'est la question qu'il faut se poser. Effectivement, elles sont exécutées à peine à 12%. Il y a des réponses. Pourquoi? Il y a effectivement des réponses. Cette histoire de laisser-passer consulaire, cette histoire éternelle, c'est un problème politique, c'est pas un problème judiciaire. Si vous expulsez quelqu'un, vous le mettez dans l'avion, mais enfin, il faut bien l'envoyer vers un pays. Si, mais en attendant, là, on peut le laisser en centre de rétention. Oui, on peut le laisser en centre de rétention 90 jours. Et en l'espèce, le Maroc avait accepté de le reprendre. Le Maroc était d'accord dans ce cas? Non, le lendemain seulement. C'est-à-dire, il a été effectivement libéré du centre de rétention, et ça faisait à peu près 74 jours sur 90 qu'on attendait ce laissez-passer consulaire. On ne l'a pas reçu, et ce juge a décidé effectivement que, vous savez, en principe, les juges des libertés, quand au bout de 2 mois sur 3 de rétention, il n'y a pas de laissez-passer consulaire, c'est qu'il y a un problème et que l'autorité nationale ne veut pas en délivrer. Donc voilà l'explication. Il faudrait effectivement... C'est incroyable, ça veut dire que si on se dit de toute façon il ne repartira pas, allez, on le laisse dans la nature. Il y a une personne sur deux en centre de rétention qui sort du centre de rétention au bout de 90 jours et qui n'est pas expulsé parce que aucun pays ne veut de lui. Soit les gens déchirent leurs papiers, soit il n'y a pas de laissez-passer consulaire. Alors, on ne peut pas les expulser. Ce que vous dites est intéressant sur le degré de désordre, parce qu'on touche là évidemment à l'ordre démocratique, le degré de désordre dans une république où la normalité n'est pas assurée. Alors là où madame a raison, c'est qu'en effet, on a les pays de départ, les pays d'origine, qui le plus souvent ne reconnaissent pas leurs ressortissants en disant, puisque c'est un délinquant, pourquoi s'embarrasser
et on est bien sûr la France, les dindons de la farce, à vouloir accueillir les délinquants du monde entier, mais évidemment que le Maroc va dire, puisqu'il a commis un crime, je ne vais pas le reprendre. Mais on a des moyens de pression énormes sur ces pays. Il ne faut pas baisser les bras en se disant on sera toujours à 7% parce que le Maroc et l'Algérie vont faire la loi. C'est pas au Maroc et à l'Algérie de faire leur loi. Alors, juste pour vous donner un plan d'exécution des OQTF qui serait réaliste et que M. Retailleau peut mettre en œuvre dès demain matin, il n'a pas besoin d'une loi à l'Assemblée pour faire ça, il peut prendre des décisions dès demain. Premièrement, l'aide publique au développement. Il faut se rendre compte qu'il s'agit de pays, les pays du Maghreb que je viens de citer, d'autres pays d'Afrique, qui sont les pays parmi lesquels on donne le plus d'argent. Des millions d'euros qui viennent de la poche des Français, qui sont donnés à ces pays. Ces pays ne coopèrent même pas avec nous en retour. Ils refusent de reprendre leurs propres clandestins, qui sont parfois des bombes sur pattes et que nous devons garder sur notre sol parce qu'ils ne les reconnaissent pas. Deuxièmement, les visas. Est-ce que vous savez par exemple que l'Algérie a un système d'obtention de visas automatique, c'est l'ancien ambassadeur de France, Xavier Driancourt, qui l'a révélé cet été, un système d'obtention de visas automatique pour les dignitaires algériens qui possèdent un passeport diplomatique. Monsieur Retailleau peut revenir sur cette circulaire, c'est une simple circulaire, il peut le faire ce soir dans son bureau, place Beauvau. Troisièmement, même plutôt, les transferts de fonds via Western Union. C'est une manne colossales qui viennent des ressortissants algériens qui vivent chez nous et qui vont dans leur pays. On a la main sur ça. On pourrait avoir des moyens de pression énormes si on le voulait. Et je vous prends le pari que mettre en œuvre seulement une seule de ces mesures ferait bondir le taux d'OQTF parce qu'ils accepteraient tout de suite de les reprendre. Avançons s'il vous plaît, parce que l'autre question, cet homme aurait dû doublement ne pas se trouver sur le territoire français puisque non seulement il y a la question de l'OQTF, mais il y a aussi la question de la non-application des peines ou plutôt de la remise de peine. Rappelons les éléments qui sont à disposition. Donc un ressortissant marocain de 22 ans en situation irrégulière, condamné à 7 ans de prison en 2021 pour viol. La réduction de peine fait qu'il n'est pas en prison comme il l'aurait dû jusqu'en 2026. Il est libéré en 2024, en dépit du risque de réitération de faits délictueux qui est signalé. Vous nous rejoignez, merci beaucoup Madame Sirmarin d'avoir été avec nous. Merci. Vous nous rejoignez, Alain Jakubowicz, vous êtes avocat, merci beaucoup, bonsoir, merci d'être là. Bonsoir. Un mot d'abord de réaction sur ce plateau. Comment est-ce possible, est-ce que ça vous paraît normal que dans ces circonstances-là, il y ait une espèce d'automaticité de la remise de peine ? Rappelons les chiffres qui sont la réalité en France. C'est à peu près 62% de la peine réelle qui est effectuée en général. Louis Sarkozy. Oui, nous sommes, Sarah Knafo le dit parfaitement, la risée de l'Europe sur ce point-là. Pourquoi un tel manque d'autorité dans nos institutions judiciaires et politiques ? C'est par idéologie, vous me le dites, mais ça me paraît quand même incroyable, sachant que la classe politique sur ce sujet-là est complètement divisée du peuple français. Le peuple français est d'accord. Et d'ailleurs, la majorité des populations issues de l'immigration sont aussi d'accord. Parce que je tente à rappeler que beaucoup de ces délinquants choisissent leur première victime parmi leur entourage direct et que c'est aussi beaucoup de personnes issues de l'immigration. Elles sont parfois, pas tout le temps, elles sont parfois les premières victimes. Il y a deux camps dans ce pays. Le camp de l'ordre, où il y a des gens de droite, où il y a des gens de gauche, et le camp du laxisme judiciaire qui est motivé par une idéologie. C'est incompréhensible, permettez-moi de le dire avec un regard légèrement extérieur. Madame la magistrate, j'attends une explication de votre part sur ce point-là. Mes amis internationaux me le demandent constamment, je n'ai pas la réponse à leur donner. Alors c'est Alain Jakubowicz qu'il fallait intervenir, mais puisque vous êtes encore là, je vous en prie. Je suis désolée, mais il y a des remises de peine automatiques à l'époque des faits. Maintenant, les remises de peine ne sont plus automatiques. C'est-à-dire que ce sont les juges d'application des peines qui décident en fonction de la personnalité, de la conduite, etc. Automatique, c'est le scandale absolu. C'est le principe même de remise de peine qu'il faut remettre en cause. Alors, si le problème, vous avez un juge d'application des peines, monsieur le disait parfaitement. En prison. Vous avez un juge qui va rendre la justice une première fois, qui va écouter les avocats des victimes, il y aura la famille de victimes qui sera présent. Et puis, 5 ans plus tard, on va prendre le délinquant, le criminel, il n'y aura plus la famille de victimes, on n'écoutera plus les victimes. Et on dira, ce criminel a été sympathique en prison, c'est le législateur. Il a joué à la poterie, mais c'est ça qu'il faut remettre en cause. Il a joué à la poterie, il a été gentil avec ses camarades, on va le sortir de prison. Et à ce moment-là, les victimes ne comptent plus. On va considérer le tempérament de la personne, on va le sortir avec une idéologie, effectivement non seulement laxiste, mais une idéologie qui a criminalisé la prison. Mais une idéologie. Vous dites qu'il avait fini sa peine, ça veut dire que l'idée c'est qu'on ne fait jamais la peine entière, c'est ça ? À l'époque, il y avait donc des remises de peine automatiques que vous contestez, c'est la loi, les juges l'appliquent. Et donc il avait terminé sa peine, ça s'appelle une sortie sèche. On lui avait décompté à peu près 2 ans, c'était comme ça à l'époque. Ah, donc il n'avait pas terminé puisqu'on lui a enlevé 2 ans. À droit constant. C'était pour tous
les détenus dans ce cadre-là. Ah, donc si vous personne voulez. ne finit sa peine en mais réalité. non, en réalité, évidemment, il y avait des... Pardon, je suis un peu naïf. Parce qu'on a le pire système légal possible. C'est la loi. Mais on est condamné à 7 ans, mais on est... Vous avez, sur 1 an de prison, par exemple, vous avez 3 mois de remise de peine automatique. À l'époque, c'est fini, vous avez 3 mois qui sont à la main du juge d'application des peines. Maintenant, effectivement, vous avez raison. Maintenant, c'est 6 mois à la main du juge d'application des peines qui les remet immédiatement. Alain Jakubowicz, votre réaction là-dessus, comment on est vous comprenez, mais on a une bonne conduite en il y a quand même, Alain Jakubowicz, une grande incompréhension de cela, que dans tant de cas, les gens simplement n'accomplissent pas leur peine. Alors d'abord, ab initio, je voudrais corriger une erreur qui a été prononcée par Madame Tinfo tout à l'heure, s'agissant de la peine initiale auquel cet individu a été condamné pour viol. Elle nous a indiqué que la peine maximum pour viol était de 20 ans. C'est inexact. La peine maximum pour un viol sans circonstance aggravante est de 15 ans. Or, il se trouve que cet individu, au moment de sa condamnation, était mineur et que dans le droit français, la peine encourue par un mineur est 2 fois inférieure à la peine du majeur. C'est-à-dire que la peine maximum qu'il encourait alors en 2021 était de 7 ans et demi. Et j'observe qu'il a été condamné à 7 ans, c'est-à-dire pratiquement au maximum de la peine, ce qui est extrêmement rare. Extrêmement rare. Donc je pense qu'il faut rectifier cette erreur matérielle qui a été prononcée par Mme Knafo parce qu'elle induit vos auditeurs en erreur. Alors maintenant, effectivement... Pardon ? Tout est bien, merci à la justice. La justice n'est pas laxiste, vous parlez comme notre nouveau... Madame, moi je ne fais que rectifier ce que vous avez dit tout à l'heure parce que c'était faux. Mais je pense qu'il est dangereux de dire... Il est dangereux, mais vous avez le droit de le dire, madame. Moi je rectifie une erreur, encore une fois. Et c'est important lorsqu'une députée prétend que la peine maximum pour viol est de 20 ans alors qu'elle est de 15 ans, c'est un petit peu ennuyeux. Et lorsqu'elle ignore volontairement ou pas qu'il est éminent... que la justice a bien fait son travail. L'un après l'autre. Attendez, madame, je ne vois pas ce qu'il y a d'insensé. Rien. S'il vous plaît, Maître Jakubowicz, s'il vous plaît, Maître Jakubowicz. Pas ensemble, parce que sinon on ne comprend rien. Donc, la réponse de Sarah Knafo, et vous répondrez. Je lui ai répondu, les gens qui l'écoutent le trouvent indécent, il a un air satisfait, il semble nous dire que la justice a bien fait son travail. Il nous a dit, c'est exceptionnel, la justice lui a donné 7 ans. C'est exceptionnel. Monsieur Jakubowicz est content. On va remercier la justice, que Philippine soit morte, mais c'est honteux, monsieur, de vous satisfaire comme ça, de nous dire que la justice a bien fait son travail. Mais vous avez lu cette ordonnance ? C'est une erreur, ça aussi, de dire que dans l'ordonnance, le juge de la liberté des détentions nous dit que cet homme peut commettre de nouveau un délit et qu'il le libère quand même. Ça aussi, vous trouvez ça normal ? Vous allez nous dire que c'est exceptionnel ? Madame, d'abord, je ne vous autorise pas à dire que je suis satisfait de quoi que ce soit, parce que je ne suis évidemment pas satisfait. Je rappelle ce qu'est la loi. Et je pense qu'en tant que député, vous auriez dû le faire avant moi, plutôt que d'énoncer quelque chose qui était inexact, à des fins qui n'est pas une fin d'information des auditeurs. Parce que lorsque vous dites qu'il a été condamné que à 7 ans, madame, je crois que notre hôte a rappelé que chacun doit s'exprimer à son tour, donc je voudrais le faire à mon tour, si ça ne vous ennuie pas sans être interrompu de votre part. Je dis simplement que lorsque vous laissez penser qu'il a bénéficié des bienfaits de la justice alors qu'il encourait 20 ans et qu'il n'a eu que 7 ans, je rappelle que c'est faux. C'est tout, je ne m'en satisfais pas. Je dis ce qu'est l'état du droit. Maintenant, s'agissant de la décision du juge des libertés et de la détention, oui, elle peut apparaître choquante. Et elle me choque, clairement. Mais elle n'a fait qu'appliquer la loi. Vous pouvez dire malheureusement, pour une raison qui est très simple, c'est que l'individu en question et la loi, je suis le premier à le dire, est très mal foutu, très mal foutu. Il fallait qu'il présente un trouble à l'ordre public dans les 15 jours qui précédaient. Ce qui est totalement absurde, je vous l'accorde. Mais en fait, elle n'a fait que appliquer la loi. Alors, faut-il la changer ? Vous êtes parlementaire, je ne le suis pas. Moi, je fais avec les lois qui sont à notre disposition. Et c'était le cas de cette JLD. Et comme cela a été rappelé... Maître Jakubowicz, entendons toutes les voix sur ce plateau. Maître, pardonnez ma question naïve, mais pourquoi est-ce que dans le cas du juge de la liberté, elle ne fait qu'appliquer la loi et sur les OQTF, la loi n'est pas appliquée ? Mais écoutez, moi, encore une fois, je suis sur ce plateau en tant que sachant, de professionnel. Je n'ai pas de jugement de valeur. Je n'ai pas de jugement de valeur à apporter. Après, je laisse les commentateurs et les politiques faire leur métier. Moi, je fais le mien. Ma question est relativement honnête, maître. Je vous pose ça sans aucune hostilité. Totalement, elle n'est pas...
Mais votre question n'est pas relativement honnête, elle est totalement honnête. Mais moi, je n'ai pas de réponse à vous apporter à cette question. Vous comprenez que certains Français peuvent être quand même troublés d'écouter. Je peux apporter une réponse sur ce point. Vous pouvez m'inclure dans les certains Français. Je peux apporter une réponse sur ce point. Monsieur Lehmann, Hervé Lehmann. Parce que là, je vois qu'on se réfugie toujours derrière la technique pour dire c'est la technique, on ne peut pas faire autrement, c'est la loi, on ne peut pas faire autrement. Enfin, ce sont des lois qui ont été votées. Et qui ont été votées par qui ? Ce sont des lois qui ont été votées par des gouvernements de gauche. Ce sont des lois Taubira. Ce sont des lois Belloubet. Ce sont des lois qui ont rendu plus difficile l'expulsion des étrangers, parce qu'effectivement, Mme Sirmarin disait tout à l'heure, on a un double contrôle du juge administratif et du juge judiciaire, mais on l'a créé, ça. On a créé un système dans lequel il faut d'abord l'accord du juge administratif, qui n'est pas toujours non plus si sévère que ça, puis ensuite l'accord du juge judiciaire pour garder la personne en prison. C'est tout le système qui est comme ça. Et alors je voudrais enchaîner sur le problème de la prison, parce que, et sur le problème des peines, puisque vous nous ameniez sur ce terrain. Il faut quand même savoir que depuis la loi Taubira, le code pénal dit expressément au juge, vous ne pouvez mettre en prison, en matière correctionnelle, vous ne pouvez mettre en prison les délinquants qu'en dernier recours, si aucune autre solution n'est possible. Et encore, même lorsque vous avez prononcé une peine ferme, vous devez encore essayer de trouver le moyen qu'elle ne soit pas appliquée. Voilà. Et quand on vous a dit tout à l'heure 90% des peines sont exécutées au bout de 3 ans, déjà c'est 3 ans entre le jugement et l'exécution de la peine, c'est extrêmement long et anormalement long. Et ensuite on vous dit que quand quelqu'un est condamné à 2 ans de prison ferme, mais qu'en fait on lui met un bracelet électronique, on vous dit il a exécuté. On vous dit il a exécuté sa peine de prison. Et alors, je termine juste là-dessus. Donc c'est la loi qui dit ça au juge. Alors mon confrère Jakubowicz pourrait dire c'est la loi, les juges font qu'appliquer la loi, mais c'est pas un hasard. Cette loi, elle n'est pas tombée du ciel. Cette loi, elle a été votée par une majorité socialiste à la demande de Mme Taubira et sur l'instigation du syndicat de la magistrature. Absolument. C'est pas les juges un jour qui se sont réveillés en disant tiens, on va plus mettre en on va entendre dans quelques instants un témoignage très fort de Claire qui a été elle-même victime d'un viol par un OQTF dans des circonstances extrêmement graves puisque il était sous le coup de cet OQTF. Il avait déjà été incarcéré, il était récidiviste et évidemment tout cela éclaire ce qu'on va voir maintenant, mais un mot précis sur la décision de justice, puisque maître, vous engagiez à être aussi dans l'explication même technique. Comment expliquer que la décision d'un juge dans ces cas-là ne soit pas de l'exceptionnel ? L'ordonnance du juge des libertés qui est publiée par Le Figaro dit il aurait pu le maintenir dans le centre de rétention administrative, mais il a estimé que ça ne relevait pas de l'exceptionnel. Pourquoi ? Écoutez, c'est le pouvoir souverain du juge et comme Mme Sirmarin le rappelait, moi je regrette effectivement que ce type de décision ne soit pas rendue en collégialité. Ça pèse sur les épaules d'un seul juge, dans sa propre conscience et son interprétation en l'espèce de la loi, car il est vrai que cette juge d'application des peines aurait parfement, tout aussi légalement, pu rendre une décision contraire. C'eût été totalement possible. Mais c'est pas ce qu'il faut, malheureusement. Pardon de vous interrompre, ce n'est pas ce que cette juge a fait dans ce cas-là. Et effectivement, aujourd'hui, on ne peut que le déplorer, c'est évident. Mais non, c'est pas un dysfonctionnement. Cette affaire, il faut le dire. C'est un peu ce qu'on essaie de nous dire là. C'est un dysfonctionnement. Il y a un juge qui se serait trompé. C'est le système qui est comme ça. Hein. C'est la loi qui est comme ça. Et c'est tout un certain nombre de magistrats qui fonctionnent comme ça et qui considèrent qu'il ne faut pas mettre les gens en prison, qu'il faut les sortir le plus vite possible et qu'il ne faut pas les expulser lorsqu'ils sont étrangers en situation irrégulière. Moi, je voudrais intervenir sur le fait. J'ai été député pendant 5 ans et donc j'ai voté la loi. Et je voudrais intervenir sur une chose, moi qui me semble importante, c'est cette manière de dire à chaque fois, s'il y a un problème, il n'y a qu'à changer la loi. Et, en fait, en réalité, le juge dans ce domaine-là a toute latitude pour aller dans un sens ou pour aller dans l'autre. Il restait quelques jours de rétention. Et on s'aperçoit qu'à un jour près, le laissez-passer consulaire est arrivé. Donc s'il était allé dans l'autre sens, il y aurait eu cette expulsion. Donc à un certain moment, il faut arrêter de se planquer derrière le fait que les lois sont mal faites, paraît-il. Les lois peuvent être évidemment changées, elles sont perfectibles. Mais à un certain moment, les juges qui jugent, ce sont des hommes et ils doivent
ils ne doivent pas être hors sol, ils doivent être dans leur société, écouter ce qu'on leur dit et aller dans le sens du justiciable d'une manière générale. Et c'est ce qui se passe trop peu souvent. Je voudrais aussi intervenir sur les peines. Les peines, on en a parlé. Madame, la magistrate honoraire qui était là tout à l'heure, nous a dit, et c'est passé quasiment inaperçu, il y a 90% des peines de prison qui sont exécutées sous les 3 ans. Mais c'est terrible. Je veux dire, il y a les chiffres réels, c'est 8% des peines de prison ferme qui ne sont jamais exécutées. On ne sait pas pourquoi. Et vous avez 92% des peines de prison ferme qui ne sont exécutées cela donne quand même raison. Je rappelle qu'il y a quelques jours, sur notre sans incarcération. Sur TF1, Bruno Retailleau dit il y a une inexécution des peines. On a quand même l'impression que ça correspond à cette réalité. Je rappelle que bien sûr, le garde des Sceaux, M. Migaud, a répondu hier avec une formule assez condescendante à l'égard de son collègue qu'il voulait contribuer à son information, comme si le ministre de l'Intérieur n'était pas assez informé, ce qui me paraît un peu surprenant. Là, on a l'impression que le ministre de l'Intérieur est confirmé par ce qui est déclaré ici. Vous allez nous rejoindre, s'il vous plaît, madame. Claire, je vous introduisais tout à l'heure. Merci beaucoup d'être là. Bonsoir, je vous en prie. Est-ce que vous m'autorisez, je me permets de vous demander, puisque vous avez souvent témoigné sous votre prénom seulement, de citer votre nom aussi. Oui. Merci madame, vous êtes Claire Géronimi. Vous avez été victime d'un agresseur, d'un viol dans les circonstances épouvantables que je rappelais il y a quelques instants. Un homme qui était sous OQTF, qui avait été en prison, qui était en liberté. L'OQTF n'avait pas été appliqué. J'aimerais vous demander d'abord simplement comment cet événement fait écho à ce que vous observez ce soir dans cette affaire tragique. Mais écoutez, c'est un peu compliqué de faire le parallèle entre mon histoire et l'histoire de Philippine, parce que Philippine a été tuée, en tout cas ces derniers jours, malheureusement. Mais en tout cas, ce qu'on peut comparer, c'est que c'était le même profil d'agresseur. C'était une personne qui était sous OQTF. C'était une personne également qui venait de faire de la prison, qui venait de sortir de prison. Et en fait, le problème, c'est que il était en liberté. Qu'est-ce que vous demandez au fond? Quelle est la mesure la plus immédiate, la plus simple qui vous paraîtrait empêcher ce genre de drame? Tout simplement peut-être exécuter les OQTF, qui serait une bonne solution. Mais apparemment c'est assez compliqué. Donc peut-être qu'avec le nouveau gouvernement on pourra améliorer les choses, je ne sais pas. En tout cas j'ai toujours espoir. On voit que l'expulsion est difficile parce que les pays d'accueil, les pays de départ ne les reprennent pas. En revanche, la rétention administrative, elle existe. Dans le cas présent, par exemple, elle aurait pu être prolongée. Est-ce que pour vous, c'est la solution transitoire? Oui, bien sûr, ça peut être une solution transitoire. Après, le problème des centres de rétention administrative, c'est que ça dure que 90 jours, malheureusement. Alors peut-être que ça devrait durer plus longtemps. Je sais que nos voisins, par exemple, en Angleterre, c'est à vita aeternam. Alors pourquoi pas répliquer ce genre de modèle et l'appliquer en France? Quand vous entendez le témoignage de Claire Géronimi? Moi, j'ai une réponse à donner à Claire Géronimi là-dessus, et elle va peut-être vous surprendre. J'ai été député à la dernière mandature et on a voté la loi Asile-Immigration en 98 ou 99, et c'est posé le principe de la prolongation de la rétention administrative, et on l'a augmenté à 90 jours. Mais à cette époque-là, nous étions quelques-uns à vouloir faire en sorte que ça s'applique. Moi, j'ai été policier à la police aux frontières aussi. J'ai pas été que chef du RAID, j'étais à la police aux frontières, je sais de quoi il s'agissait. On était quelques-uns à proposer à ce qu'elle s'applique de la même manière que dans les autres pays, en particulier le Royaume-Uni ou l'Allemagne. Eh bien, la problématique, c'est que dans notre majorité, à l'époque, qui s'appelait la République En Marche, il n'y avait pas une majorité là-dessus. Il n'y avait pas du tout une majorité sur le fait de vouloir être beaucoup plus dur dans ce domaine-là, de vouloir combattre l'immigration, etc. Est-ce qu'il y a un refus de la rétention administrative? Vous êtes toujours avec nous, Maître Jakubowicz. On sait que dans l'histoire, ça a souvent été une mesure exceptionnelle. Il y a des très grands démocrates qui l'ont appliqué. Churchill, qui n'est pas suspect d'être peu démocrate, l'a beaucoup appliqué, mais évidemment des circonstances exceptionnelles. Est-ce que dans le monde judiciaire, il y a une résistance à ça, à cette idée de la rétention administrative, où c'est une décision qui n'est pas une décision de justice classique, c'est une décision effectivement d'autorité? Vous savez, dans le monde judiciaire, je vais faire une généralité, il faut toujours s'en méfier, mais on n'aime pas beaucoup ce qui relève de l'administratif. Je rappelle quand même que c'est le juge, c'est l'article 66 de notre Constitution,
qui est le gardien et le garant des libertés individuelles. C'est le principe, c'est la Constitution. Donc, en fait, remettre en cause la loi, si on voulait, par exemple, comme semble le vouloir M. Retailleau, j'ai cru comprendre cela, faire en sorte que la décision relève uniquement de l'administration pour squeezer d'une certaine façon le judiciaire, ça serait retoqué par le Conseil constitutionnel, à mon avis. Ça ne peut être qu'une décision judiciaire. Donc, c'est vrai qu'il y a une forme, on va dire, d'opposition à cet égard. Et vous avez raison de rappeler que en fait, c'était une majorité politique de donner l'imprimature que les Français leur ont donné mandat de faire. Et c'est vrai que la crise politique à laquelle nous sommes aujourd'hui confrontés est un véritable sujet. Je ne vois pas quelle loi va pouvoir valablement être votée dans le contexte actuel. Tout est lié, il faut bien le reconnaître. Ah bon, c'est un truisme que d'énoncer cela. Il faudrait effectivement une nette majorité qui clairement n'existe pas, à mon avis, actuellement dans notre pays, même si nos concitoyens, à juste titre, veulent régler ce problème, et évidemment les avocats aussi, qui, je le rappelle, sont aussi des citoyens. Pierre Géronimi, qu'est-ce que vous dites à l'homme de loi qu'est Alain Jacobus, qui représente lui-même, mais il le dit bien, hein, évidemment, il ne peut pas parler au nom de toute la justice? Peut-être qu'il faudrait justement appliquer une loi, enfin peut-être faire porter l'État responsable dès qu'il y a une agression faite par un OQTF. Ça éviterait pas mal de soucis, et peut-être que les OQTF seraient mieux appliqués. J'aimerais juste revenir sur Claire, d'abord lui dire mon admiration. J'ai rencontré Claire peu de temps après le drame, et j'ai rarement vu une fille aussi forte qui arrive à tirer d'un drame personnel une immense force pour se battre pour les autres. Parce que ce que vous faites aujourd'hui, Claire, c'est pas pour vous que vous le faites. Le drame, vous l'avez vécu, vous devez vivre avec, mais c'est pour éviter que d'autres aient à subir ce que vous avez subi. Et je pense qu'on doit être plus nombreux à vous dire que c'est possible. Je pense que tous ces débats très juridiques, j'adore le droit, j'ai enseigné le droit constitutionnel à Sciences Po, j'aime vraiment beaucoup ça, mais on est en train de s'enfermer dans des petits détails, nous parler de tel JLD qui aurait pu prendre la décision différemment, et ça cache l'arbre, la forêt en fait qui est derrière, qui est de dire mais c'est possible, on peut accueillir moins. Ce n'est pas normal d'avoir autant de personnes à qui on donne des OQTF. On peut rétablir le délit de séjour clandestin. Ce n'est pas normal qu'un étranger qui arrive sur notre sol en violant nos frontières, en violant nos lois, qui arrive chez nous, puisse bénéficier d'un HLM, d'aide sociale, qui puisse rester pendant des années, qui puisse travailler, que maintenant, grâce à la loi Darmanin de décembre 2023, il puisse même être régularisé s'il monte des fiches de paye. Tout ça, ça n'est pas normal. Ça n'est pas normal qu'un juge administratif puisse casser une décision d'une préfecture pour faire sortir d'un centre de rétention administratif un délinquant, quelqu'un de dangereux d'un centre de rétention. Il faudrait qu'il y ait des exceptions à ce droit au recours quand on est un délinquant, quand on est dangereux pour la société. C'est évident qu'on doit être enfermé. Ça n'est pas normal. Ça n'est pas normal de laisser les pays du Maghreb, certains pays africains, faire la loi en nous disant on refuse de prendre nos propres ressortissants. Il y a énormément de méthodes qui permettent de prouver qu'un étranger vient de tel ou tel pays. Il y a des traducteurs, il y a des gens qui parlent les langues, qui reconnaissent les accents, qui reconnaissent les dialectes. C'est possible. Il suffit de le vouloir. Il suffit de se dire que les moyens de pression qu'on a, on est la France. Il ne faut pas l'oublier. Quand la France dit quelque chose, pardonnez-moi, mais l'Algérie, la Tunisie, le Maroc écoutent parce qu'on est la France et qu'on a des moyens de pression. Il faut seulement se dire qu'on préfère protéger notre peuple que faire preuve d'idéologie, que se faire passer pour des humanistes. Parce que moi, quand j'entends l'histoire de Claire, quand j'entends l'histoire de Philippines, je me dis qu'on a quand même dû faire quelque chose mal et qu'on n'est pas si humaniste. Surtout qu'on vient de donner au Maroc le plus gros cadeau diplomatique, peut-être de l'histoire des 30 dernières années, avec la reconnaissance du Sahara occidental. Je voudrais répondre au maître et à vous, et corrigez-moi si je fais une erreur, mais vous nous expliquez qu'il faudrait soit changer la loi profondément, ou soit, comme le maître disait, une majorité à l'Assemblée qui puisse coopérer pour ce projet-là. Mais pardonnez-moi, il faut juste acter sur les lois qui sont aujourd'hui dans les textes. On n'a pas besoin d'un nouveau pacte législatif, d'une nouvelle loi. Si les OQTF étaient exécutés à 100%, on n'aurait pas ce problème, par définition. Quelle loi manque-t-il ? Quel outil législatif n'avons-nous pas aujourd'hui qu'il faudrait pour régler ce problème ? Et je vous pose cette question honnêtement. Qu'est-ce qu'il faut ? Je peux vous dire, hein, c'est très simple. Et là-dessus, je ne suis pas d'accord avec M. Fauvert, qui a été député et qui dit la loi ne peut pas tout. Mais enfin, c'est la loi qui fait que les étrangers en séjour irrégulier en France ne peuvent plus être poursuivis au pénal. Ce qui veut dire concrètement, et vous le savez, ça veut dire concrètement que les policiers ne peuvent pas les mettre en garde à vue, ne peuvent pas faire de procédure contre eux. Donc vous avez, c'est bien le verrou
ce verrou, cette possibilité d'utiliser la loi pour lutter contre l'immigration clandestine, ce verrou qui a sauté et que votre majorité n'a pas rétabli. Et ensuite, l'autre verrou qui est celui que j'ai indiqué tout à l'heure, c'est-à-dire la loi dit au juge, vous ne devez pas mettre les délinquants en prison. C'est marqué noir sur blanc dans le code pénal. Si vous trouvez que c'est pas un problème, c'est un petit problème. Donc effectivement, il faudrait changer la loi pour dire au juge, si quand il y a des délinquants, vous devez les mettre en prison. Alors c'est pas tout à fait le cas de l'affaire dont nous parlons aujourd'hui, mais il n'y a pas si longtemps, souvenez-vous du gendarme qui a été renversé par un Cap-Verdien. Tiens, le Cap-Verdien, il avait 10 condamnations pénales et il n'avait jamais mis les pieds en prison. Alors, et pourquoi ce Cap-Verdien qui avait 10 condamnations pénales n'a jamais mis les pieds en prison? D'une part parce que la loi dit il ne faut pas mettre les délinquants en prison. Je ne l'invente pas, hein. C'est marqué. D'abord, je voudrais rectifier une chose. Avançons un peu, écoutons ce que dit le ministre de l'Intérieur. Alors brièvement, parce qu'on va avancer sur les déclarations du ministre de l'Intérieur. J'ai pas dit la loi ne peut pas tout. J'ai dit que les lois sont importantes. J'ai dit, ce que j'ai dit exactement, c'est qu'il faut arrêter de se planquer derrière la loi pour ne pas faire son job. Et ça, c'est la problématique qu'on entend souvent. C'est-à-dire, et dans ce cas précis, ce magistrat, ce JLD, aurait pu, avec la loi existante, prendre une autre décision et une meilleure décision. Madame, messieurs, là, cet événement est en train de prendre la tournure d'une crise de la sécurité en France jusqu'au sommet de l'exécutif, puisqu'il y a visiblement deux voix très différentes qui s'expriment. Celle d'abord du ministre de l'Intérieur. Bruno Retailleau, tout à l'heure sur Twitter, disait sa volonté de faire évoluer réellement l'arsenal législatif. Face à un tel drame, précédé de bien d'autres, nous ne pouvons pas nous contenter de nous indigner. C'est à nous, responsables publics, de refuser la fatalité et de faire évoluer notre arsenal juridique. Rappelons ce que disait M. Bruno Retailleau sur TF1, c'était il y a quelques jours seulement, en précisant exactement ces mots qui font écho à l'actualité ce soir, de l'inexécution, selon lui, des peines. Aujourd'hui, je pense qu'il y a aussi une question qui concerne l'ensemble de la chaîne pénale, avec des réponses. On a créé, je pense, en France, depuis trop longtemps, un droit à l'inexécution des peines. Il faut que les peines, les sanctions tombent. Il dit qu'il y a une forme de droit, alors évidemment ça a été discuté, mais que les peines de fait ne sont pas assez simplement exécutées. Et là, je me permets de souligner, parce que vous rappeliez Cap-Verdien, etc., mais ça ne concerne pas que des étrangers. C'est évidemment aussi des étrangers, c'est un problème général. Bah, absolument. Mais bien évidemment sur les seuls étrangers. Mais bien évidemment qu'il a raison. D'ailleurs, rappelons encore une fois, 8% des peines de prison ferme ne sont pas exécutées. On ne sait pas pourquoi. Pas du tout. Pas du tout. Et il n'y en a aucune explication. 92%. Ça paraît. 92%. Je ne joue pas au faux candide, mais c'est vrai que quand on vous dit, citoyen lambda, que des peines de prison ne sont pas du tout exécutées, 8%. C'est vrai que c'est un peu 92%, ce sont les chiffres que... c'est un désordre démocratique, c'est un droit... Là, on parle de l'ordre démocratique. Mais ce sont les chiffres que donne Béatrice Bruguière, qui est responsable d'un syndicat magistrat. Et vous avez 92% des peines de prison fermes qui sont appliquées dans les 5 ans. C'est terrible. Elles sont appliquées dans les 5 ans. Et quand elles sont appliquées, pour la plupart d'entre elles, eh bien, elles sont appliquées sans incarcération, pour des peines de prison ferme. Donc, ce qui veut dire que quand monsieur le garde des Sceaux, monsieur Migaud, dit il y a 90% ou 95% des peines qui sont appliquées, il a raison, mais à 5 ans, et dans les conditions que je vous ai dit. Donc, il a raison, mais c'est oui, il a raison avec retard, quoi. Complètement faux cul de dire ça. Et monsieur Retailleau a raison de dire qu'elles sont inappliquées. C'est la réalité des choses. Alors, elles sont non seulement inappliquées, mais en plus, vous avez derrière un système de juge d'application des peines qui défait les peines que les magistrats du siège ont donné et qui sont quelquefois... Cela prend-il une tournure idéologique? Écoutez le garde des Sceaux, M. Migaud, qui répondait en quelque sorte, il dit, c'est sa formule, il faudra que je puisse contribuer à l'information de mon collègue. Il dit, il n'y a pas de laxisme en France, et il s'en prend de façon, disons, assez directe, ou indirecte, mais en indirect qui sonne très direct, au ministre de l'Intérieur. Le taux d'exécution des peines n'a jamais été aussi élevé. En 2023, donc il faudra que je puisse contribuer à l'information de mon collègue et puis que nous puissions avoir des échanges à ce sujet, des échanges constructifs. Le laxisme de la justice n'existe pas. Il faut en convaincre celles et ceux qui le pensent.
Comme réaction là-dessus. C'est glaçant. Il n'y a pas d'insincérité. Pas tout ça entre ça avec Nafo d'abord. C'est glaçant. Il dit ça la veille. Le lendemain, on apprend les circonstances de la mort de Philippine. C'est tout simplement glaçant. Moi, quand j'entends des phrases pareilles, je me dis c'est quand même pas possible qu'Emmanuel Macron ait encore pensé nous avoir en faisant ce en même temps tellement typique du macronisme, c'est-à-dire je vais faire croire à la France. En l'occurrence, c'est pas lui. Là, je vais vous dire pourquoi je dis ça. Je vais faire croire à la France qu'il y a une droitisation du gouvernement parce que j'ai nommé Monsieur Retailleau à l'intérieur. Mais attention, vous allez avoir un socialiste à la justice. Or, tous les policiers vous diront, le problème de la police, c'est la justice. Vous n'arriverez pas à rétablir la sécurité en France si vous avez un ministère de la Justice laxiste de gauche. Je pense qu'au ministère de la Justice, il faut mettre aujourd'hui un répressif et pas un socialiste. C'est aussi simple que ça. Didier Migaud a annoncé la couleur tout de suite. Le premier jour, il nous dit le laxisme de la justice n'existe pas. On sait à quoi s'en tenir et le lendemain, tous les Français le voient. Louis Sarkozy, je vous donne la parole. Louis Sarkozy. C'est cette suffisance de la part du ministre qui est emblématique du divorce total entre la classe politique et le reste de la population, qui regarde ces institutions et qui se demande pourquoi ça ne marche pas. Avec un léger sourire, il donne cette interview quand même. Je veux dire, entre ça et les déclarations de Lucie Castet, qui était l'ancienne candidate au Matignon NLFP, qui nous explique que tous les étrangers doivent naturaliser, les Français sont gâtés. Dieu merci, j'ai envie de dire, pour M. Retailleau, les mots y sont. Nous verrons si les actions suivront. Il débute. Là, il est vraiment au tout commencement de son action. Oui, bien sûr. Je ne lui reproche pas, nous verrons. Je pense qu'il y aurait une mesure pour résoudre ce problème entre la justice et l'intérieur qui sont en permanence, depuis quelques années maintenant, opposés. C'est-à-dire, on a quelqu'un qui a l'air ferme à l'intérieur, exemple M. Darmanin, et quelqu'un de très laxiste à la justice, M. Dupond-Moretti. On avait déjà eu ça avec M. Defer à l'intérieur et M. Badinter. C'était toujours ce même hiatus entre la fermeté versus le laxisme. Une mesure pour permettre de résoudre ça. Éric Zemmour l'avait annoncé, je pense qu'elle n'a pas fait assez de bruit cette mesure alors qu'elle est fondamentale. Ce serait de créer un grand ministère de la sécurité qui allierait à la fois l'intérieur d'aujourd'hui et la justice pour que les administrations centrales qui ont des cultures très différentes se parlent avec un objectif commun, rétablir l'ordre, rétablir l'autorité. La police et la justice, les juges et les policiers d'être très différents. Je pense que si vous avez un ministre commun avec un objectif, d'ailleurs c'était une proposition de M. Urvoas, agrégé de droit public, socialiste, qui était conseiller de François Hollande, c'est dire à quel point ça n'est pas une mesure. Et Louis Sarkozy avait raison de dire que la sécurité, ça n'est pas la droite. La sécurité, c'est le bon sens et c'est l'une des premières prérogatives d'un État. Alain Jakubowicz, tout ça, je sais que ça vous fait beaucoup réagir sur l'écran de contrôle, je vois que vous réagissez fortement. Oui, ça me fait d'autant plus réagir que je ne peux pas le faire directement sur votre plateau en étant éloigné. Mais d'abord, je ne peux pas laisser dire, parce que c'est faux, que la loi, comme M. Lehmann l'a dit, disait aux juges ne mettez pas en prison. Je ne sais pas où il est allé chercher ça, mais c'est profondément inexact. Ce qui est vrai, c'est absolument exact. Écoutez, je ne sais pas comment vous lisez le code pénal. Ce qui est vrai, c'est que dans notre état de droit, et il y a un point sur lequel je suis d'accord avec Mme Nafo, c'est pas souvent, on est la France et il ne faut pas l'oublier. C'est-à-dire qu'effectivement, on est la France, il ne faut pas l'oublier, c'est-à-dire qu'on est en état de droit. Et que nous dit le code pénal, que nous dit la loi? Qu'effectivement, la mesure de prison doit être une mesure, c'est la dernière des mesures lorsque on ne peut en prévoir aucune autre. C'est l'état de notre droit positif. Lorsque vous dites que de nombreuses peines ne sont pas exécutées, il faut aller au bout. Il faut dire que ce sont les courtes peines, effectivement, et ce n'est pas normal, je le dis, parce qu'on a un problème, il n'y a pas suffisamment de place dans les maisons d'arrêt, et c'est la raison pour laquelle on a créé des modes alternatifs à la prison. Lorsque l'on dit que, par exemple, lorsqu'on parle du bracelet électronique... Mais pardon, M. Jakubowicz, je me permets de vous interrompre. Ce que vous venez de dire là paraît énorme, de dire que c'est parce qu'il n'y a pas assez de place qu'on n'applique pas les peines de prison. Ça paraît évidemment inouï. Non, on se dit que la priorité absolue... Monsieur Rochebin, s'il vous plaît, je viens de vous dire que le bracelet électronique que l'on conçoit dans l'opinion publique comme un cadeau, c'est un mode d'exécution de la peine. Ce n'est pas un cadeau qui est fait, c'est ce qu'a voulu les législateurs, c'est un mode alternatif à la prison pour les courtes peines. Je crois qu'il faut dire les choses encore. Moi, je ne veux pas rentrer dans votre débat politique et politicien, mais je dis que venant d'une élue, nous dire que le problème de la police, c'est la justice, je dis que c'est irresponsable. C'est irresponsable d'énoncer cela. Dire que le problème de la police, c'est la justice, c'est irresponsable. Claire Géronimi, vous faites de la politique et vous êtes un homme de gauche. Claire Géronimi, vous voulez dire quelque chose? Au-delà de ça, en fait, le problème, c'est que dès qu'il y a une peine dès que le procès est passé, il y a également des remises de peine qui sont directement appliquées aussi. Et en fait, à quel moment on peut être crédible auprès des agresseurs et à quel moment les victimes peuvent se sentir soutenues, en sachant que, imaginons, demain, mon agresseur, il va écouter de 15 ans de prison, au final, il va en faire que 7. À quel moment on peut se dire, ok, bon, on est en sécurité en France? Il en fera pas 7.
Il en fera pas 7 toujours parce que moins que 15. Et il en fera effectivement moins que 15, mais comme cela a été rappelé tout à l'heure, aujourd'hui, ce n'est plus automatique. Et effectivement, c'est le système qui est aussi un système de notre droit, qui est la personnalisation de la peine. C'est-à-dire qu'effectivement, on va faire des remises de peine à des gens qui se sont bien comportés, qui ne sont évidemment pas dangereux, dont le risque de récidive est évidemment limité. Mais vous avez raison, madame. Vous avez raison, madame. Je ne peux pas vous dire que vous avez tort en la circonstance. Moi, je dis encore une fois, après, c'est l'appréciation du juge. Et je pense qu'une telle responsabilité pesant sur un juge seul plutôt qu'en collégialité, c'est une erreur. Il faudrait des décisions collégiales. Je rappelle d'ailleurs, comme ça a été fait, que les décisions qui sont rendues par le juge d'application des peines sont susceptibles d'appel par le parquet. Donc, je ne sais pas pourquoi vous. Je ne sais pas pourquoi. Alors attendez, Monsieur Fauvergue n'a pas. Monsieur Fauvergue. Je réponds à ce que Jacques Movitz a dit tout à l'heure. J'avais dit quelque chose d'inexact sur ce que dit la loi sur la peine d'emprisonnement. Je l'ai sous les yeux. Je vous invite à regarder votre code, mon cher confrère. C'est l'article 132-19 du code pénal qui dit expressément au juge qu'il ne peut prononcer de peine de prison ferme qu'en dernier recours. Si c'est exceptionnel. Bon, c'est ce que j'ai dit. Et c'est exactement ce que j'ai dit tout à l'heure. Sauf, eh bien oui. Eh bien, c'est ce que font les juges. Ils appliquent la loi. Et effectivement, ils ont les gens que c'est indispensable, qu'il n'y a pas d'autre solution. Et encore, l'article L132-19 continue en disant, mais même si vous prononcez une peine ferme, faites un aménagement. C'est-à-dire vous prononcez une peine de 2 ans de prison, mais mettez un bracelet électronique. C'est ça la non-exécution. Moi, je voulais revenir sur... On est en train de se demander pourquoi est-ce que les peines ne sont pas exécutées ? Eh bien d'abord, elles ne sont pas prononcées parce que la loi... C'est plus 2 ans, c'est 1 an. Parce que la loi... Si, vous pouvez. Parce que la loi... Ah ben vous voyez, tout à l'heure, vous m'avez dit que c'était pas vrai. Maintenant, vous vous souvenez de cet article. Donc, il faut quand même avoir un dialogue de bonne foi. Et le dialogue de bonne foi, c'est ce que dit la loi. Et cette loi-là, il faut la changer. Jean-Michel Fauvergue. Mais moi, je voulais vous préciser juste une chose qui me paraît normale. Le juge jugeant, le juge du siège, est indépendant et a la possibilité d'individualiser ça. Mais de là, ensuite, une fois qu'il a prononcé sa sanction, de faire individualiser l'exécution de la peine par un juge d'application des peines, il y a qu'en France et dans quelques pays que l'on voit ça. C'est-à-dire que l'individualisation et le retrait de la peine, il existe à tous les niveaux. À tous les niveaux. C'est pour ça que les choses ne fonctionnent pas dans ce domaine-là. Je voudrais aussi revenir sur le fait que, et là je suis tout à fait d'accord, que la sécurité des Français et des gens qui vivent sur notre territoire, qui ne sont pas forcément tous français, la sécurité des gens qui vivent sur notre territoire, elle dépend de 2 ministères. Le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Justice. Et si un des 2 ministères ne fonctionne pas, eh bien c'est tout le système qui ne fonctionne pas. Parce qu'en fait, un État, il s'appuie, le bras armé d'un État, c'est pas la police, c'est pas la gendarmerie, c'est pas l'armée. Le bras armé de l'État, c'est la justice. Et si la justice ne fonctionne pas dans le domaine pénal, dans le domaine civil, dans le domaine du travail, etc., ce qui est le cas en France, eh bien ça ne fonctionne plus et on a un problème de crise de l'autorité. Monsieur Fauvergue, on va revenir à cette crise de l'autorité précisément et à l'aspect politique, notamment avec vous, Louis Sarkozy, avec Guillaume Roquette qui va nous rejoindre dans quelques instants, avec beaucoup d'autres réactions politiques de tous les camps qui vont se succéder. J'aimerais vous entendre encore, s'il vous plaît, Claire Géronimi, dans votre expérience, de ce que vous avez subi, le crime dont vous avez été victime. J'imagine que, comme la plupart d'entre nous, vous avez peu d'expérience de la justice. Qu'est-ce que vous avez découvert dans les premiers pas de la justice qui vous a à ce point surpris, déçu ? Déjà, on va dire un manque d'accompagnement. Il n'y a pas du tout d'accompagnement psychologique ni juridique. C'est justement pour ça que je compte monter mon association pour aider financièrement les victimes qui sont aujourd'hui complètement délaissées. Il y a également une lenteur de la justice. Ça va bientôt faire 1 an que je me suis fait agresser. C'est toujours pas avancé. Malheureusement, on n'a toujours pas de date de procès, alors que mon agresseur est quand même en prison. Alors pourquoi ça n'avance pas ? Sûrement parce qu'il y a tellement de dossiers à traiter. Donc il y a beaucoup de défaillances du système. Et également, quelle peine il va avoir ? Est-ce qu'il va avoir 15 ans ? Est-ce qu'il va avoir 20 ans ? Est-ce qu'au final, il n'en aura que 5 ? Est-ce qu'il sera exclu de ce territoire également ? Je ne sais pas. Le fait qu'il ait agressé quelqu'un précédemment la même journée, c'est ça ? Exactement. Ça a beaucoup pesé. Je lisais vos témoignages, évidemment, ça a beaucoup pesé pour vous dans la découverte de ce que sont les faits, très souvent dans ce genre d'affaires.
Bien sûr, c'est toujours choquant de savoir qu'en fait, il y a une jeune fille de 19 ans, 1 heure avant moi, qui s'est fait agresser, même procéder dans un hall d'immeuble. Et on peut supposer qu'on n'est pas les premières. Et sûrement que je suis la dernière, en tout cas pour un certain temps. Mais en fait, est-ce que c'était pas un violeur en série également ? C'est toute la procédure qui est en train de se faire. Claire Géronimi, je vous remercie infiniment d'être venue témoigner sur notre plateau. On va ouvrir un chapitre politique, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que la crise d'autorité, la crise de l'ordre, et vous le rappeliez très bien, Louis Sarkozy, c'est pas une question de droite ou de gauche. Historiquement, c'est un sujet qui a été empoigné par toutes les majorités, mais à d'autres époques. Qu'est-ce qui fait que nous vivons ce moment-là où il y a l'impression, et pas seulement l'impression, la réalité d'une crise de sécurité ? Oui, je le pense sincèrement quand je dis que ce n'est pas une question de droite ou de gauche, mais ça serait malhonnête de ma part de dire qu'il n'y a pas un grand fautif ici, et c'est une partie de la gauche qui refuse simplement par idéologie l'application de certaines de ces peines, que ce soit par calcul électoral ou autre. Mais pardon, qu'est-ce qui a changé ? Je rappelais tout à l'heure le souvenir de François Mitterrand. Rappelez-vous le François Mitterrand de la 4e République, qui était un homme de gauche, même s'il avait eu un parcours un peu plus compliqué précédemment, qui avait appliqué une politique très répressive. Pendant la guerre d'Algérie, on se rappelle très bien, c'était des gens qui incarnaient, c'était une gauche de l'ordre, très assumée, très dure même, de notre point de vue d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui a changé, Darius Rochebin ? Les circonstances. C'est comme un métronome morbide qui bascule dans l'histoire de notre pays entre laxisme et autoritarisme. Nous sommes un pays d'extrêmes. La Révolution française qui mène à l'autoritarisme du consulat, la Révolution de 48 qui mène au Parti de l'ordre, et bien sûr 58 et la création de la 5e République. J'ai l'impression que nous n'arrivons pas à penser aux problèmes long terme. On attend que les événements et les circonstances nous écrasent, que la crise soit totale, avant qu'il y ait le revers du métronome et que là, on parte dans l'extrême. J'écoute avec un grand intérêt, Madame et Messieurs, les discussions de droit ce soir. Je prie au fond de moi qu'il y ait une solution juridique, qu'il y ait une solution politique qui se trouver avant que, et si on étudie l'histoire de notre pays, c'est quand même une possibilité, avant que la rue n'en trouve une. Et je ne suis pas du tout aussi confiant sur le fait que cette hypothèse est inexistante. Je pense qu'elle est toujours là, en France particulièrement, et je pense que la crise migratoire ne va que s'empirer. Et donc je prie qu'il y ait une solution politique avant que la rue n'en trouve une. Rejoignez-nous s'il vous plaît. Guillaume Roquette, vous êtes directeur de la rédaction du Figaro Magazine. Bonsoir, merci beaucoup d'être là Guillaume Roquette. Depuis tout à l'heure, je sais que vous écoutez les débats, vous y avez participé au cours de la journée. Dans la suite de ce qu'on vient de dire, on sent bien qu'il y a des aspects juridiques, politiques, etc. Mais plus que ça, une sorte de philosophie de la justice qui est en cause. Oui, il y a cette idée que la justice puisse être un monde à part entière, avec ses propres règles, avec ses principes, qui sont ceux de l'état de droit, avec son indépendance, qui est celle des magistrats, et que ce monde clos n'a pas à évoluer pour répondre aux demandes de la société. Et donc, nous avons un garde des Sceaux qui, comme ses prédécesseurs, est le défenseur zélé de cet écosystème complètement fermé. Sauf qu'aujourd'hui, le fossé, la fracture entre la justice et la population est si forte que ça ne peut pas continuer comme ça, et il va y avoir un moment où la justice va devoir accepter de changer, parce que sinon, effectivement, je pense qu'il peut y avoir des réactions dans la rue. Oui, et surtout parce que, et je pense que l'histoire de notre pays le montre, c'est jamais 1 ou 2 ou 5 faits divers, c'est l'accumulation des faits divers avec les crises institutionnelles telles que nous vivons aujourd'hui. Le danger aujourd'hui, je pense, est beaucoup plus présent. Le pire scénario possible, c'est quoi ? Une possible crise du budget. Une possible chute du gouvernement Barnier, je ne le souhaite bien évidemment pas, avec des flots migratoires et une crise sécuritaire qui recommence. Je pense que c'est l'opportunité, malheureusement, qui est parmi les plus probables. Ça serait, dans les 2 ou 3 années à venir, une continuation des révoltes telles qu'on a vues avec les Gilets jaunes. Je ne le souhaite pas, mais malheureusement, j'en suis convaincu. Là où le risque que pointe Louis Sarkozy est réel, c'est que si on regarde dans l'histoire la fondation des États, ça reposait sur beaucoup d'hommes qui se sont dit « on va se priver nous-mêmes de la capacité de nous défendre, de nous faire justice nous-mêmes, parce qu'on fait confiance dans l'État qui va devenir le dépositaire du monopole de la violence légitime. C'est l'État qui va nous défendre, donc on se désarme, on ne se fera pas justice, on ira devant des cours de justice. C'était le progrès de la civilisation, de se dire qu'un État, ça avait des frontières, une police, une justice qui visait à protéger ses citoyens. Et on a une impression grandissante qu'en réalité, l'État nous met en danger. Vous vous rappelez de ce témoignage troublant de la femme du gendarme Éric Comines qui est décédée il y a maintenant 1 mois et qui nous avait dit « La France a tué mon mari ».
on a le sentiment que l'État nous désarme et qu'au lieu de nous protéger, il nous empêche justement non seulement de nous défendre, mais même de trouver des solutions démocratiques. Et moi, c'est pour ça que je me bats. C'est pour ça qu'avec Éric Zemmour, on a créé le parti Reconquête, parce qu'on croit qu'il y a encore une solution démocratique, que le peuple français devient de plus en plus lucide et veut les solutions qu'on lui propose. La justice, elle est supposée être rendue au nom du peuple français. C'est même un principe cardinal écrit dans les décisions. Et encore une fois, ce monde parallèle, il est extrêmement fort, extrêmement rigide. Pourquoi ? Parce qu'il repose sur des principes qui sont extrêmement construits. Et donc, quand vous expliquez aux juristes qu'il va falloir changer, que par exemple, il n'est pas normal qu'un pays souverain comme la France voit sa politique migratoire dictée par des décisions de justice qui arrivent de l'extérieur, de la Cour européenne des droits de l'homme, de la Cour de justice de l'Union européenne. Ces gens, ces magistrats, ces gardes des Sceaux, parce que j'ai eu souvent ces discussions, de bonne foi disent « Ah oui, mais on ne peut pas changer ça parce que c'est la règle. La règle, c'est que les traités internationaux ont une valeur supérieure aux lois. » Mais moi, je pense qu'il faut complètement renverser la priorité de dire que les lois, les traités, la Constitution, la justice sont au service du peuple français et non pas le contraire. Cela veut-il dire que quand Bruno Retailleau dit qu'il examine, il l'a dit au journal TF1, il examine la possibilité de rétablir des contrôles aux frontières comme les Allemands, ça peut être utile ? Alors, oui, ça peut être utile. C'est d'ailleurs permis par Schengen, les accords de Schengen. De manière provisoire. Là, ce serait de manière provisoire qui peut durer. Mais je crois pendant 6 mois, des périodes de 6 mois, vous avez le droit de faire ces contrôles. Écoutez, c'est mieux que rien. Mais vous savez que l'Europe nous interdit les reconductions immédiates à la frontière. Donc ça veut dire que même si vous interpellez quelqu'un à la frontière, dès lors qu'il est passé, vous êtes obligé de lui laisser du temps. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Il va disparaître dans la nature. Donc je crains fort que ces mesures, même si je comprends qu'elles veuillent envoyer un message de fermeté à la population, c'est surtout de la politique. D'ailleurs, qui a commencé à faire ça il y a maintenant 10 jours ? C'est Olaf Scholz, le chancelier allemand, tout simplement parce que son parti s'était pris une déculottée épouvantable aux élections régionales au profit de l'extrême droite, et le message envoyé par les Allemands, c'était « ça suffit, ça ne peut plus durer comme ça ». Oui, vous mettez le doigt là sur ce que vous disiez, Louis Sarkozy, c'est que évidemment ça va profiter à certains, notamment les extrêmes droites les plus dures en Europe, si rien n'est fait. Oui, et ce qui profite aussi, je pense, à l'ordre républicain, c'est que quelqu'un comme M. Retailleau, qui n'est pas issu d'un des extrêmes de notre, même si cette définition aujourd'hui n'a plus beaucoup de sens vu que c'est le premier parti de France, mais qui n'est pas issu du Rassemblement national, prenne position là-dessus. J'ajoute sur le mécontentement des Français par rapport à leur institution. C'est quand même exceptionnel qu'on témoigne de ce durcissement sur la question migratoire après une déculottée, comme vous le dites, politique. J'ai l'impression qu'en France, on a un petit peu près la même chose. C'est après le résultat des européennes et le coup de peur des législatives que toute la Macronie, le bloc central, se réveille sur ces questions-là. Mais les Français y étaient avant eux. Ça devrait être le contraire. La classe politique est censée mener sur ces questions. Il y a des gens, il y a 10-15 ans, qui avaient déjà levé le problème de la migration. Et on a l'impression que le bloc central qui gouverne le pays depuis 2017 ne s'en est pas rendu compte avant que la menace électorale s'est apparue à leur porte. C'est inacceptable et c'est le peuple français qui mène les institutions et la classe politique. Ça devrait être le contraire. Le problème, c'est que il y a un paradoxe, c'est que les Français sont très largement d'accord avec une politique de fermeté en matière migratoire qui historiquement est portée par le Rassemblement national. Mais les mêmes Français considèrent que le Rassemblement national n'est pas légitime pour mener cette politique. Et donc, quand il y a un front républicain qui s'élève, comme lors des dernières élections législatives, pour faire barrage au Rassemblement national, ce barrage est efficace. D'où cette tension, avec d'un côté, oui, leurs idées sont recevables parce que depuis des dizaines d'années, ils sonnent le tocsin sur l'immigration, mais non, nous ne voulons pas qu'ils les appliquent. Donc forcément, ça crée des tensions. Écoutez Bruno Retailleau sur la proposition qu'il a faite de considérer comme délit la présence illégale sur le territoire français. Et ça donne un peu le ton de ce qui pourrait être les mesures prises par ce gouvernement, puisque Bruno Retailleau l'a dit, c'est une des prises de position de la journée, quand il dit on fera évoluer l'arsenal juridique. Écoutez-le. Je pense qu'il faudrait, François Hollande l'avait supprimé, le délit de séjour irrégulier. Je suis désolé, quand on entre illégalement en France, c'est contre la loi. Il faudrait le rétablir, par exemple. Voilà, il faut rappeler que c'était un débat qui existait déjà lors de la loi immigration.
Il a tellement raison. Là, on ne peut que l'applaudir. Il faut évidemment rétablir ce délit. C'est-à-dire que quelqu'un qui arrive sur notre sol, il faut qu'on lui dise immédiatement, si vous arrivez clandestinement chez nous, vous n'aurez le droit à rien. Vous ne serez jamais régularisé, vous n'aurez jamais de logement social, vous n'aurez jamais d'aide sociale, vous n'aurez pas de travail en France, vous repartirez chez vous. Et est-ce que là, vous devez reconnaître à ce gouvernement qu'il est en train de proposer beaucoup de choses que vous aviez proposées ou que le RN avait proposé? Est-ce qu'il est en train de vous couper l'herbe sous le pied? Alors, je ne crois pas du tout. D'abord, je ne réfléchis pas en ces termes. Plus il va faire tous les politiques réfléchissent en termes de concurrence. Désolée, mais pas moi. Plus il va faire de choses qui vont dans le sens de l'intérêt de la France, et plus je serai heureuse. Je peux encore lui faire une liste longue comme le bras s'il veut reprendre des mesures qui étaient dans le programme de reconquête. Et pour moi, ce serait une victoire immense pour la France. Alors là, c'est une première mesure qui va dans le bon sens, mais il faut aller plus loin. Il va falloir rétablir les charters, parce qu'une fois qu'on a dit que le délit de séjour clandestin était rétabli, c'est-à-dire que des centaines de milliers de personnes présentes sur notre sol deviennent expulsables. Il faut les expulser. On a parlé du problème des OQTF, ça ne le règle pas. Ça rend des gens expulsables, ça ne veut pas dire qu'ils seront expulsés. Donc s'il le fait, s'il le met en application, évidemment qu'on l'applaudira. Mais il faut aller plus loin. Oui, dans ce qui vient d'être dit juste à l'instant, on ne parlait pas que de recréer le délit. On parle d'interdire les droits sociaux, etc., etc. Ça, c'est pas du pénal. Ça peut être fait par l'administration. Par contre, pour rétablir le délit, moi, il se trouve que j'étais commissaire d'un office de lutte contre les migrants clandestins et les réseaux en particulier, quand le délit a été supprimé, donc en 2012, il me semble, sous Valls, sous Monsieur Valls. Il serait intéressant de voir ce qui se passait avant quand le délit existait, si on avait plus de résultats auparavant et si on a eu plus de résultats après quand l'administration s'est emparée du problème sur les expulsions. Et vous verriez qu'on avait assez peu de résultats auparavant et on a eu assez peu de résultats après. En fait, en réalité, c'est pas de créer un délit ou de pas créer un délit. Créons le délit si vous le voulez, c'est ensuite de l'appliquer. Seulement, je vous signale que si vous créez un délit pénal, vous redonnez la main aux juges. On vient toute cette soirée-là de parler des juges et d'interpréter la manière dont ils eux-mêmes interprètent la loi. On leur redonne la main sur l'expulsion des étrangers. Réfléchissons à ça. Je pense que de toute façon, on est d'accord qu'il n'y a pas de solution miracle. Mais il y a quand même un message envoyé, un message de fermeté qui serait envoyé en disant que si vous êtes un clandestin, non seulement vous n'avez pas votre place en France, mais vous ne l'aurez jamais. Et vous ne profiterez jamais de tout ce qui peut vous attirer en France, en particulier un système social extrêmement généreux. Et ça... C'est quelque chose. Non, ça n'est pas pénal. Ouais. Et c'est une idée de bon sens, mais qui mérite quand même d'être répétée. Vous avez peut-être vu qu'il y a quelques heures, Madame Lucie Castet, dont on disait il y a encore 15 jours 3 semaines, qu'elle aurait pu être Premier ministre, nous a expliqué elle qu'il fallait régulariser tous les sans-papiers, tous les clandestins. Donc cette mesure de bon sens est loin d'être encore une mesure de consensus. Et ça aurait un effet supplémentaire, c'est un effet dissuasif sur les flux. C'est-à-dire que les migrants sont des êtres rationnels. Ils ont des téléphones, ils sont connectés, ils voient WhatsApp, ils regardent ce qui se dit dans le débat public français et ils entendent, par exemple, quand il y a eu le nouveau Front populaire qui montait, ils se sont dit, en France, ce sera le jackpot demain. On ira, on sera accueillis, évidemment. Quand on entend Lucie Castet qui dit on régularisera tout le monde, la France devient une destination de choix. On le voit déjà, on est déjà l'Eldorado pour les migrants. Mais si demain, ne serait-ce que la parole publique, de dire si vous venez, vous ne serez pas les bienvenus, vous serez expulsés d'office. Le simple fait d'être venu de manière clandestine vous condamnera à vie. Vous ne serez jamais les bienvenus sur notre sol. C'est exactement ce que vient de faire Giorgia Meloni. Et elle a eu raison de le faire. Et je pense que ça a un effet dissuasif sur les flux à plus long terme. Donc mieux encore que ceux qui arrivent, ça nous empêchera de diminuer enfin la masse des arrivées. Vous avez entièrement raison. C'est la phrase du célèbre journaliste Douglas Murray. Ce n'est pas parce que nous avons des frontières qu'il y a des flots migratoires et des morts dans la Méditerranée. C'est parce que nous n'avons pas. C'est parce que nous n'avons pas de frontières qu'ils tentent la chance. S'ils savaient qu'ils seraient immédiatement reconduits, pas accueillis et peut-être même en détention, il n'y aurait absolument pas du tout ce problème, ou au moins il serait bien moindre. C'est parce que nos frontières sont si trouées, sont si poreuses, notre système juridique est si inefficace sur cette question qu'on a ce problème à régler. Effectivement, l'effet dissuasif est le premier à tacler sur ce sujet-là. 0 mort sur les côtes australiennes. Ça n'existe, mais bien sûr. Vous parliez du fait que ça dépasse les clivages. Il faut rappeler que Pierre Moscovici, homme de gauche, a sonné l'alarme sur la question
d'exécution des OQTF non appliqués. C'était le rapport de la Cour des comptes de janvier 2024. Le taux d'exécution des OQTF est très faible. L'État peut mieux s'organiser. Il détaillait cette politique de lutte contre l'immigration et ses manquements, des moyens importants qui lui sont alloués à 1,8 milliard d'euros annuels. Comment expliquer, Guillaume Roquette, le graphique qu'on voit là? C'est-à-dire à quel point il y a énormément de nombre d'obligations de quitter le territoire qui sont décidées par la France, mais l'application, elle, en proportion est si faible, alors que la Suède, l'Allemagne, la Grèce, etc., n'en sont pas là. Alors, je vais répondre à votre question, mais d'abord un mot sur l'origine de ces chiffres. Vous le disiez, c'est le rapport de la Cour des comptes. Un rapport de la Cour des comptes que Pierre Moscovici, et pour moi c'est très grave, a délibérément caché aux Français, de façon à ce qu'il n'y ait pas un bon degré d'information au moment de la discussion de la loi sur l'immigration. Et je trouve que pour une institution publique chargée effectivement d'avoir la transparence sur les chiffres, c'est quelque chose qui est tout sauf anodin. Maintenant, effectivement, sur le fond, la France a un des taux d'exécution des OQTF les plus faibles d'Europe, voire c'est notamment dû au fait que nous avons des relations conflictuelles sur ce sujet avec les 3 principaux pays d'immigration, qui sont les pays du Maghreb, l'Algérie, le Maroc et la Tunisie. Nous vivons un paradoxe complètement fou, qui est qu'il y a chaque année des centaines de milliers, rien que pour le Maroc c'était 240 000 l'année dernière, ressortissants de ce pays qui viennent avec des visas de transit chez nous, et que ces mêmes pays refusent de reprendre leurs clandestins que nous voulons expulser, et nous ne sommes pas capables, je pense par manque de courage, et en particulier, il faut regarder là vers le Quai d'Orsay, nous ne sommes pas capables d'engager un bras de fer pour leur imposer cela. On parlait tout à l'heure du meurtrier présumé de la pauvre Philippine, c'est un Marocain. La France vient de faire un cadeau diplomatique majeur au Maroc en reconnaissant son bon droit sur le Sahara occidental, sans même avoir demandé la contrepartie la plus évidente, qui est celle de dire nous faisons cela si vous reprenez vos clandestins. À quel point ce gouvernement sera divisé sur toutes ces questions? On voit à quel point, en quelques heures, il s'est littéralement divisé. Ce sont les déclarations d'Antoine Armand hier sur France Inter sur les rapports entre le gouvernement et ses composantes et le Rassemblement national. Il faut rappeler cette chose incroyable que la position du ministre de l'économie et des finances a changé entre 8h le matin et 14h le soir. Il a deux visions de ses rapports avec le RN. Le matin, il disait le RN n'est pas dans l'arc républicain. On a discuté avec tous, mais pas avec eux. Ensuite, réaction du RN, le RN qui le tense, le Premier ministre qui téléphone à Marine Le Pen et qui remet à l'ordre littéralement Antoine Armand. Est-ce que c'est aussi dans ce cadre-là que ça existe? C'est-à-dire, en réalité, ce gouvernement est divisé. Je peux ajouter juste un mot sur le graphique qu'on voyait tout à l'heure? Je reviens sur ça une dernière fois. Vous avez 6%, on a dit, d'exécution des OQTF. Imaginez une politique publique qui a seulement 6% de succès. Je vous prends un exemple pour que tout le monde comprenne. Si demain on avait le ministre des Finances, de l'économie et des Finances, qui venait nous voir et qui disait désolé, cette année, je n'ai réussi à lever que 6% de l'impôt. Voilà. Malheureusement pour tous les contribuables de ce pays, là, pour les impôts, c'est pas 6%, c'est le dernier service public qui fonctionne. Ça, on a vu à quel point. D'ailleurs, on peut même les augmenter avec l'armée, mais de manière très faible, malheureusement pour nous. Mais vous imaginez 6% de succès d'une politique publique. Gérald Darmanin aurait dû démissionner pour ça. Emmanuel Macron, c'était l'une de ses promesses. Il disait, je vais ramener le taux d'exécution des OQTF à 100%. Colossal comme promesse. Même moi, je n'oserais pas aller jusque-là. Je vous dirais qu'avec toutes les mesures dont on a parlé ce soir, ça pourrait monter jusqu'à 80%, mais 100%, c'était colossal de nous proposer ça. Et finalement, 6%. Et regardez ce graphique, c'est une honte en Europe. Donc, avec un tel taux d'exécution d'une politique publique, je ne comprends même pas qu'on puisse aller au terme de son mandat et qu'on parte la tête haute. Et la crise migratoire n'a pas commencé. C'est le défi de notre vie, c'est le défi générationnel de nos enfants. Si vous pensez qu'aujourd'hui, nos institutions ont du mal à gérer les flots, mais attendez ce qui va se passer dans 50 ans, quand une tranche énorme de l'Afrique ne sera plus habitable en raison du changement climatique ou de la guerre des eaux. Elle n'a pas commencé. Je crois que le problème vient en grande partie du fait qu'il y a une cassure assez profonde sur cette question entre l'opinion publique, le peuple, qui à 70% veut qu'il y ait moins d'immigration, et les élites,
qui sont pour l'immigration. Enfin, le MEDEF est pour l'immigration, parce qu'il veut de la main-d'œuvre pas chère. Les évêques sont pour l'immigration. Les juges sont pour l'immigration. Donc c'est ça la problématique, c'est que vous avez cette cassure. Alors on pourrait dire qu'elle se retrouve dans le gouvernement, là, comme vous le disiez tout à l'heure, hein, entre... On ne peut pas généraliser à ce point-là. Dans toutes les catégories que vous avez dites, il y a évidemment des positions. Il y a un débat démocratique. On ne peut pas généraliser de cette façon-là. C'est assez généralisé comme position. Vous avez les élites pensent que je pense que le président de la République considère qu'on a un problème démographique en France et que donc il faut faire venir de l'immigration parce qu'on a besoin de Est-ce que de ce point de vue-là aussi les choses sont en train de changer en Europe? Et on revient à ce que vous disiez sur les clivages politiques. En réalité, on voit qu'en Europe, les sociodémocrates, par exemple, Olaf Scholz, qui n'est pas suspect d'être un hyper-nationaliste, les Danois, les sociodémocrates danois, les libéraux néerlandais, alors eux, ils vont même jusqu'à cohabiter avec Wilders, qui lui est vraiment un très grand extrémiste de droite. Donc on voit que tout le monde bouge sur ces sujets-là. Et ça paye électoralement. On voit d'ailleurs que pour les élections européennes au Danemark, une gauche qui était relativement anti-migratoire a réussi à ne pas se faire écraser, contrairement au reste des pays. C'est la question générationnelle politique du moment, et je pense que ça le restera pendant un moment. Là où la gauche reprend son sens sur ce sujet, je pense que ça ira beaucoup mieux pour elle. Là où elle l'abandonne, elle laisse la place aux extrêmes. Il y a une réalité sociologique derrière cette opposition, qui est la même dans toute l'Europe. C'est-à-dire qu'effectivement, les élites, pour reprendre votre terme, profitent de l'immigration, c'est-à-dire que d'abord, ils profitent de la libre circulation, parce que c'est une population qui est ouverte aux échanges, qui envoie ses enfants faire leurs études à l'étranger, qui peut profiter du tourisme dans des pays de chauds qui sont agréables. Et puis vous avez tout le reste de la population qui, elle, subit cette immigration et qui subit le choc culturel parfois dramatique que cela représente. Et donc, effectivement, c'est sous la pression des partis anti-immigration que l'état d'esprit est en train de changer. Je ne pense pas que ce soit une prise de conscience. C'est simplement un réflexe de survie. Et la seule exception à ça, c'est peut-être les sociodémocrates danois, parce que d'abord ils n'ont pas de passé de colonial, donc ils sont plus détendus là-dessus. Et puis les Danois, ils ont une grande chance, c'est que comme ils ont voulu sortir de l'Europe, parce qu'ils ont dit non à un référendum dans le passé, eux, ils ont le droit de s'exonérer des règles de Bruxelles, contrairement à nous. Merci à vous.